moi je suis chargé de prendre la suite avec Étienne. Donc Étienne, merci. Étienne est directeur de la rédaction de KTO et il va nous accompagner et notamment il va animer ces 2 tables rondes. Et puis ensuite avec Étienne, on va avoir une conversation et avec vous, avec Yann Le Bossé. Voilà. Et on finira l'après-midi dans un mode conversationnel avec Yann. Et donc tout de suite, je laisse la main à Étienne et à vous et merci de nous rejoindre. Premier échange sur des témoignages pour mieux comprendre et parfois aussi en entendant les autres, mieux percevoir ce que vous vivez concrètement, vous qui êtes engagé. Et du coup, j'appelle Malika Issani à nous rejoindre, professeure de danse, habitante de Bondy. C'est vous sur le 2e siège. Malika a le trac, alors il faudra un peu l'aider. Évidemment, on va lui mettre un peu la pression. Madame la maire de Bondy, Sylvine Thomasin, merci beaucoup d'être là. Alors, on sait que Bondy, c'est le berceau du Rocher. C'est une aventure que vous avez suivie en tant qu'élu, adjointe au maire, puis maire aujourd'hui. Thomas Odino, merci beaucoup d'être là. Vous êtes aujourd'hui, vous travaillez au Conseil d'État, vous êtes juge au Conseil d'État. Peut-être vous nous direz de quoi vous pouvez vous asseoir. Après avoir fait Normal Sup, Sciences Po, l'ENA. En gros, début de carrière très prometteur, eh bien voilà, on ne dit pas qu'il se cache un volontaire du Rocher, parce qu'en fait vous en parlez, et vous en parlez notamment aujourd'hui, vous allez nous raconter tout ça. Johanna de Vailly, vous êtes aujourd'hui au Murau, engagée, artiste, marinier depuis 30 ans, vous avez 4 enfants et vous êtes engagé maintenant au Rocher avec votre mari et vous avez donc choisi d'emménager au Murau dans les Yvelines il y a 2 ans et donc vous êtes aujourd'hui bénévole. Et elle a aussi le trac. Et puis Loïc Alanos, on l'a dit tout à l'heure, on est un peu en famille ici. Alors, on compte sur chacun d'entre vous pour pouvoir faire vivre cet esprit. Responsable RSE du groupe Servier, la responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes engagé dans le cadre d'un bénévolat de compétences. C'était l'année dernière ? Ah non, c'était en février cette année, oui, c'est tout frais. Et cette journée de présence, elle devait s'arrêter, puis finalement, elle s'est poursuivie jusque tard dans l'année. Vous allez nous raconter tout ça. Et pour introduire cette table ronde, eh bien, je vous propose d'écouter des témoignages qui ont été recueillis dans des lieux que vous connaissez bien, les lieux d'engagement du Rocher, avec des personnes, peut-être que certaines vous les connaissez, mais je vous propose de les écouter tout de suite. On a chargé un camion, je ne sais plus combien de mètres cubes, et on a traversé toute la France. Et je me souviens qu'on a tourné 10 fois autour du petit rond-point au bas de la Beaucaire. Et on se regardait à chaque tournant et on disait bon alors on y va, on n'y va pas, allez on y va, on n'y va pas. On s'est dit bon là c'est vraiment un tournant de notre vie. On a rangé tous les tablettes, les portables, on les a tous enfouis dans nos sacs. On s'est dit non mais on risque de se faire agresser dès qu'on arrive. Et voilà. Et en fait, on est arrivé, il était tard, on était crevés, on avait eu 10 heures de route dans les pattes. Et il y avait 3 grands jeunes qui nous attendaient, avec toute l'équipe du Rocher, et qui nous ont aidés à vider le camion en 2-2. Et on s'est sentis hyper accueillis. Et juste après, le lendemain, en fait, les anciens responsables nous ont invité toutes les familles un peu phares du Rocher pour nous accueillir. Et en fait, c'est impressionnant. Ils nous ont vraiment ouvert leurs bras, quoi. Ils ont vraiment dit, bah, ok, tu vas pouvoir compter sur nous. Vous n'êtes pas seul. Si tu as un problème, tu viens nous voir. Et ça a été réel. Enfin, moi, le premier Café des femmes, j'étais en flip. J'ai vraiment les larmes au bord des yeux. Je me demandais bien ce que je pouvais apporter à ce Café des femmes. J'avais 30 ans, la moyenne d'âge était plutôt de 40, c'était des mamans de plusieurs enfants, moi à peine mariée, je me demandais bien ce que je foutais là. Et en fait, elle me regardait, elle me disait si c'est bon, on a besoin de toi, c'est toi qui vas animer ce Café des femmes, vas-y, rentre dans l'arène. Donc du coup, un accueil de ces femmes, pour moi en particulier, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et en fait, très vite, ils nous ont invités chez eux. Et ils nous ont dit, vous avez un problème, vous venez chez nous. En fait, dans le quartier, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, vous faites gaffe à ça. Et dès le début, ils nous ont donné des codes pour qu'on puisse
Ouais, pour pas qu'on se sente seul, qu'on tombe pas dans les premiers travers. Ils ont pris soin de nous, en fait. Les habitants ont pris soin de nous. La première fois où j'ai rencontré le Rocher, c'était sur le quartier de Sainte-Mus, toujours à Toulon, où j'allais là-bas pour un panier alimentaire. Je venais de vivre un divorce. J'avais un enfant, enfin j'ai un enfant, et j'ai eu besoin du Rocher pour une aide alimentaire. Et en fait, j'ai trouvé un peu plus qu'une aide alimentaire. Effectivement, j'ai reçu mon panier, mais j'ai aussi rencontré des gens qui étaient intéressants, qui étaient à votre écoute, qui étaient là pour apaiser vos peines, votre tristesse. Ben moi, ceux que je connais, même, je sais pas, il y a longtemps un peu, mais pas très longtemps, peut-être 4-3 mois, ils ont passé chez moi avec un autre pour me demander encore comment Rocher il est, comment j'ai trouvé Rocher, s'il est bien, s'il est pas bien. Moi, je l'ai dit, le médecin qui est venu chez moi, je lui ai dit que moi, je trouve Rocher bien. Il n'y a rien à dire à Rocher pour moi, en tout cas. Parce que moi, dès que je reviens tout le temps, même si j'ai pas de courage, il donne le courage pour les Français. Même si mes enfants, ils n'ont pas envie de travailler, il les force pour les travailler. Moi, j'ai dit, j'aime ça. Parce que c'est comme, il sait qu'on est tous pareils. C'est pour ça qu'ils font ça. Si c'est quelqu'un d'autre, il allait laisser, laisser les enfants, s'ils ne vont pas travailler, on laisse tomber. Mais non, Rocher, il ne fait pas ça. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime au Rocher. Ils ont tout pour nous et ils nous aident pour tout aussi. Voilà. Quand j'étais petit, je faisais mes devoirs ici. Et ça m'a appris, ils apprenaient à m'expliquer mieux que mes parents ils pouvaient expliquer. Parce que le peu qu'ils savaient et le peu qu'il y avait de plus, ils ne pouvaient pas m'expliquer. Le Rocher m'expliquait toujours. Et ça m'a appris jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai un CAP en maintenance. C'est un peu grâce à eux. Parce que moi, l'école, je l'ai arrêté en 6e. Et je suis pas reparti à la scolarité. Mais eux, ils m'aidaient quand même. Parce que comme je faisais des remises à niveau, tout ça, ils m'aidaient quand même à voir, me montrer comme quoi je pouvais aller plus loin. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à l'échec que je faisais. Ça a commencé où j'allais à l'aide aux devoirs. Ils voyaient que j'étais pas dans mon état stable, j'étais pas bien et tout ça. Ils me regardaient, ils m'ont dit Gwendoline, il y a quelque chose qui va pas. Ils me connaissaient parce que voilà, ça fait quand même ça fait des années que je connais le Rocher, donc ils me connaissent bien dans l'ensemble. Une fois qu'ils me voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au bout d'un moment, voilà, on se connaît bien. Et ils m'ont dit ça va pas et tout ça, donc viens, on va faire des sorties, ça va te soulager et tout ça. Donc j'en ai parlé avec eux, j'ai eu des moments de partage avec eux. Ils m'ont également partagé leur vie parce que voilà, ils ont eu des moments dans leur vie où ça n'a pas été facile. Et c'est de là qu'en fait je me suis dit je vais pas pleurer sur mon sort pendant des années. En fait, il faut que j'avance et en fait, ouais, c'est carrément grâce à eux qu'actuellement j'en suis là, parce que je pense que sans m'être enlevée de la cité, je pense que j'aurais très très mal tourné. Je pense que là actuellement je serais même pas en train de vous parler, donc voilà, ça a été une expérience super marquante pour moi. Ça a été quelque chose de fabuleux en fait. Ça a été ce sont vraiment des personnes qui vous aident en fait, ils vont vous aider, mais c'est pas des personnes qui vont vous lâcher en cours de route, voilà, fais ce que t'as envie, nana. Et non, ils vont jusqu'au bout, même si je parle en conséquence de cause, même si au final ça nous saoule, on n'a plus envie d'y retourner parce qu'on sait qu'ils vont en quelque sorte, ils vont nous casser la tête et tout ça avec leurs conseils et tout ça, mais en fin de compte, mais merci, franchement, je pourrais jamais assez les remercier parce que ils m'ont ouvert leur cœur, ils m'ont aidé dans beaucoup de choses et voilà. Pour moi, la singularité du Rocher, c'est le fait de venir vivre avec les personnes. Vraiment, pas seulement qu'il y ait une activité associative avec peut-être une aide, soutien scolaire ou une aide aux familles, mais c'est le fait de venir vivre avec pour aimer, pour établir une amitié, une vie en commun, et que ça dépasse le cadre
d'un travail ou d'une activité associative, mais que ça devienne vraiment un mode de vie, et puis qu'on s'attache, qu'on n'hésite pas, qu'on n'ait pas peur de s'attacher aux personnes qu'on côtoie dans la cité. Bien sûr que je travaille en tant qu'éducateur spécialisé, je travaille en tant que professionnel. Et dans mes journées de travail, j'avais cette obligation d'être très pro. Mais dans la vie, j'étais habitant, je faisais partie de ce corps, de cet environnement. Et accepter, accueillir, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression de me retrouver chez moi au village. Sortir de chez moi, un enfant au 5e étage qui me dit « Ah, bonjour Jean-Marie !» Aller au marché, rencontrer une maman, un papa, il me dit « Ah, bonjour Jean-Marie !» C'est pas « Bonjour messieurs », c'est « Bonjour Jean-Marie !» Donc c'est un voisin, c'est un habitant, ça me plaisait beaucoup. Et puis il y avait ce fait, justement, il y a une confiance qui est là, et une personne qui te connaît à peine, qui vient, qui te livre tout ce qu'il vit, toutes ses peines, toutes ses souffrances, mais aussi toutes ses joies. Ça me parlait beaucoup, ça m'attirait beaucoup, ça donnait le sens à mon travail, et justement ça me plaisait. Donc c'est ce qui a fait que vraiment j'ai envie de rester au Rocher. Après, ça a commencé à être intéressant parce que voilà, ils m'ont tout de suite responsabilisé. Ils m'ont donné un peu de poste en tant qu'ami. Hein. Il y avait mes jeunes frères qui venaient souvent. Il y a des aides aux devoirs au Rocher, on le connaît. Et il y a aussi des accompagnateurs comme Augustin qui sont là à accompagner les grands jeunes. Parce qu'au quartier, voilà, on connaît très bien que malheureusement, les jeunes, voilà, il y a beaucoup de cas de prison, tout ça. Les casiers sont un peu sales et c'est difficile d'avoir du boulot. Tous ces jeunes-là, aujourd'hui, voilà, grâce au Rocher, ils espèrent peut-être avoir une autre chance parce qu'il y a les dossiers, tout ça, et le Rocher aussi essaie de chercher des solutions. Et c'est bien. Ça aussi, ça nous a plus encore rapprochés, tu vois, du Rocher. C'est vraiment un outil, un bon outil pour nous, quoi. On est heureux d'avoir cette chance. Le fait d'accueillir les jeunes de la cité nous a apporté une chose qui est très simple. C'est que je me suis dit finalement, pour accueillir des jeunes, il va falloir structurer un tout petit peu notre façon d'accueil des jeunes. On avait déjà l'habitude d'en accueillir, mais plus voilà, une convention arrive, on l'affecte à tel endroit sans forcément beaucoup de suivi. Et je me suis dit, le fait d'accueillir des jeunes qui sont déjà inscrits dans une dynamique en tout cas, suivie par le Rocher, je me dis, mais en fait, on doit aussi les suivre à l'entreprise. On a cet engagement de les suivre. Et de manière très concrète, j'ai mis en place les entretiens individuels formalisés à l'entreprise cette année. C'est une chose que je ne faisais pas, je faisais de manière informelle, et c'est la conséquence directe d'avoir accueilli des jeunes du Rocher à l'entreprise. Je vais vous dire quelque chose. Je fais du bénévolat. J'ai 57 ans. Cette année, j'ai décidé d'aller préparer mon BAFA pour aller aider les autres. Voyez-vous, si j'avais pas connu ça, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu du courage à aider les autres? Voilà. C'est beau, c'est que le matin, quand on se lève, on n'est pas aigri. Le matin, on se lève, on a le cœur en joie. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de bien aujourd'hui? Qui on va pouvoir aider? Voilà, après c'est beau ce qu'on vit ici. Donc, du coup, moi, avant, quand je me levais, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver comme catastrophe? Aujourd'hui, c'est le contraire. Je me lève, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais passer tel coup de téléphone pour voir comment elle va. Ou voilà, je pense pas qu'à moi. Je pense aussi aux autres et je partage ce que j'ai appris avec le Rocher. J'essaie de le redonner pour que les gens se sentent mieux et qu'ils vivent dans un monde meilleur. Cette envie que j'avais d'essayer de me donner un peu, je pense avoir eu cette possibilité, je ne sais pas quels en sont les fruits. Et j'ai surtout énormément reçu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va continuer encore jusqu'à la fin de mon contrat au Rocher. Et donc oui, ça a dépassé toutes mes attentes. Ça a même tout explosé. Là où je pensais ne pas avoir de surprise, il y en a eu. Là où je pensais me connaître, je me suis tout à fait découvert. Ça a confirmé aussi des aspects de ma personnalité, de mon caractère. Et j'ai rencontré des gens formidables. Donc, voilà.
il y a une forte solidarité dans les quartiers. Elle n'était pas plus forte avant qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus difficile la vie, mais c'est plus difficile pour tout le monde dans les quartiers comme ailleurs. Il y a une espèce de violence économique et sociale aujourd'hui qui fait que le vivre ensemble dans les quartiers doit être porté par tous les acteurs pour qu'on ne perde pas ces valeurs-là, quoi. Je crois que je n'ai pas encore découvert tout ce que j'ai reçu au Rocher. Ce qui est certain, c'est que il y a une soif immense dans le quartier de liens, de prise en considération, de... Ouais. Comment dire En fait, ouais, bref, c'est pas une question de quartier. En fait, j'ai l'impression que le quartier, ça révèle toutes les failles du système, quoi. Toutes les failles auxquelles le pays ne répond pas. Et du coup, je me dis... si on quitte le quartier, il faudrait toujours être attentif à ces mêmes failles. En fait, elles sont partout, sauf qu'ici, elles sont criantes. Ici, on voit bien les limites de la société de consommation, de l'individualisme, de la pornographie, des inégalités, de l'argent, Et en fait, ces failles, elles sont partout. Sauf qu'ici, elles sont criantes et on ne peut pas ne pas les voir. Donc elles font mal, on est confronté souvent à elles, mais je me dis, si on quitte le quartier, il faudra qu'on garde ça en nous et qu'on soit attentif. Pour... Ouais. Peut-être que la phrase inachevée d'Inès insiste sur le fait que cette histoire, elle se poursuit, on doit continuer à l'écrire. Merci à tous ceux qui ont participé à ce film, qui ont accepté de donner leur témoignage, et merci aussi à Christophe Hello et son équipe qui a recueilli tous ces beaux fioretti, ces témoignages. Malika, peut-être un mot, vous retrouvez dans ces propos, dans ces paroles? Oui, exactement. J'entends beaucoup... ces personnes qui ont souligné que le Rocher les aidait. Mais il y a une phrase aussi qui a été oubliée, c'est que le Rocher les aimait aussi. Et quand on donne de l'amour, on reçoit beaucoup. Tout à l'heure, Inès disait au début un peu sa peur quand on franchit. En tout cas, c'est l'expérience qu'elle évoquait. Quand on franchit, quand on rentre dans une cité, quand on va s'y installer, est-ce que c'est le cas aussi parfois? Est-ce que vous avez, chez les habitants, de voir d'autres arriver? Le Rocher, c'est situé, en tout cas celui que je connais à Bondy, dans un quartier difficile. Et j'habite aussi dans ce quartier, mais au sud. Et c'est vrai, quand on franchit cette frontière, il y a une différence visuelle déjà. Mais une fois qu'on intègre le Rocher, il n'y a plus de différence. Vous nous racontez un peu, vous, votre expérience? J'avais participé à une rencontre comme celle-ci. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, oui. Je salue au passage mon ami Gabriel qui m'y avait invité. Et j'ai trouvé beaucoup de personnes avec des histoires marquantes, on va dire. Et mais j'ai trouvé aussi beaucoup de cet amour-là qui est présent partout, même qui là aujourd'hui dans la salle aussi. Et c'est ça qui permet cet échange entre les cultures et les origines différentes, on va dire. Voilà. Sylvine Thomassin, comme élue, comme femme, j'imagine que ces témoignages ne vous laissent pas indifférente, mais qu'est-ce que ça révèle de ce qui peut se vivre dans ces quartiers? Je dirais que
Inès a démarré le témoignage en parlant de sa peur. J'ai cru comprendre qu'elle avait tourné plusieurs fois autour du rond-point Léon Jouot, si je vois bien, au sortir de l'autoroute, comme si j'y étais, avant d'oser s'enquiller sur la rue Léon Blum et remonter vers l'église du Christ ressuscité et au rocher. Je salue l'arrivée de mon collègue maire de Montfermeil, Xavier Lemoine. Il y a quelqu'un qui l'a bien connu, Claude Dillin, qui parlait de la réconciliation des humiliés et des apeurés. En l'occurrence, ce jour-là, Inès était une apeurée, mais elle a franchi sa peur. Et Claude Dillin, je crois que c'était une tribune avec Charles Rogeman, si je ne m'abuse, Xavier Lemoine, avec un sociologue, disait à quel point, plutôt que de s'opposer les uns aux autres, on pourrait peut-être arriver à trouver, il y avait travaillé je crois avec le maire de Neuilly, Fromentin, c'est ça, on pouvait trouver des voies de réconciliation. À l'ouest, pour l'affaire caricaturale, à l'ouest en effet, on regarde l'est de la métropole avec beaucoup de peur, d'inquiétude, qui ces Zoulous, ces Zouaves qui habitent dans ces quartiers. Et nous, à l'est, on se sent souvent méprisé, humilié de la condition qui nous est faite. Eh bien, je partage évidemment, je partage humainement ce qu'ont dit la plupart des intervenants, des intervenantes. Mais voilà, c'est Inès au départ qui m'a vraiment fait vibrer parce que je me suis dit, elle a passé cette frontière que justement Claude Dillin nous demandait de passer. En quoi cette présence de l'association, de ses volontaires, avec les habitants, peut changer quelque chose, là, à Bondy-Nord ou ailleurs Alors, les choses... Parce que vous avez vu, expérimenté, parce que vous avez vu naître aussi. Alors, je l'ai vu naître, oui. En fait, le Rocher est là depuis avant les émeutes de l'automne 2005, mais je les connais surtout depuis les émeutes de l'automne 2005. Auparavant, c'était mon ami et collègue Jean Tardiveau, un grand élu de cette ville de Bondy, qui m'avait emmené, en effet, à l'église et qui m'avait présenté les bénévoles. Et puis, il y a eu cette rencontre assez fabuleuse, d'ailleurs, avec notre ami... Cyril Tisserand, voilà, j'ai lu son livre l'été dernier d'ailleurs. Le fait que d'ailleurs en tant que sage-femme à Jean Verdier, j'avais suivi la grossesse et la naissance de son enfant. Lumineux Cyril. Et puis les émeutes de l'automne 2005, où on s'est retrouvés tous en première ligne. Comme dit Éric Orsena, en train de retisser du vivant, comme on ne fait que ça, les maires, en première ligne mais très seuls. J'avais notamment une association de prévention spécialisée du conseil départemental qui n'était pas très présent, qui fermait son local le soir à 17h. Et on se retrouvait, nous, sur le terrain, et notamment avec les gens du Rocher, voilà, qui, eux, n'avaient pas d'horaire administratif et qui ont fait un travail fabuleux. Je crois que j'ai surtout pris conscience parce que j'ai vécu aussi les liens qu'ils avaient avec les habitants. Je me suis surtout rendu compte en 2005 de ce qu'ils apportaient à cette ville. Et puis après, je ne les ai jamais lâchés. J'ai toujours voulu les soutenir, quelles qu'aient pu être les polémiques au sein de ma majorité. Parce qu'il y en a ? Il y en a eu ? Oui, il peut y en avoir, évidemment. Je suis une fille de gauche et je l'affirme et je l'assume. D'ailleurs, c'est absolument pas antinomique avec le fait d'être catholique, même si je ne suis pas forcément d'accord sur tout. On a quelques débats sociétaux, notamment avec mon ami de Montfermeil. Mais voilà. On vous a pas mis dans les mêmes tables rondes. Non, mais je pense qu'on serait capable de s'entendre sur beaucoup de choses, à part quelques aspects, en effet, sociétaux. J'assume complètement cette double appartenance et je pense que le Rocher, d'ailleurs, a fait partie de ce panel, de cette palette de couleurs qui m'a fait justement assumer cette double appartenance, qui n'est pas forcément facile quand on est de gauche. Tu es de gauche, tu es catholique, à gauche on est laïque. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis une furieuse laïque dans mon rôle de mère et je suis, par ailleurs, on n'est pas schizophrène, on ne scinde pas les différentes parties de soi-même. Je suis catholique et pratiquante et ça ne me pose pas de soucis. Il a fallu que je l'assume, ça n'a pas forcément toujours été simple, mais je dirais que j'ai pas eu beaucoup de travail à faire parce que les quelques-uns que j'ai eu le plus de mal à accrocher, je leur ai dit allez voir le Rocher et jugez par vous-même. D'ailleurs, il y en a une que je savais pas qu'elle avait témoigné, Sylvie Badou, et je suis très heureuse également de la transformation qu'elle a pu opérer à ce niveau-là. Donc non, ça n'a pas toujours été simple, mais
il nous reste encore quelques dinosaures, mais qui ne sont pas dans la majorité municipale. J'ai gagné ma majorité municipale à la cause du Rocher, ça j'en suis fière. Ouais. On y reviendra peut-être sur le rôle d'une association catholique d'éducation populaire, évidemment. Pour continuer notre tour de parole, Thomas, j'évoquais tout à l'heure votre parcours. Comment vous est venue l'idée d'aller faire un tour au Rocher, et plus que cela, du coup, d'habiter, en l'occurrence, c'était au Mureaux, dans les Yvelines. Vous en étiez où à ce moment-là, de vos études, vos engagements, vos perspectives professionnelles? D'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai fait le Rocher pour la même raison que j'ai fait l'ENA, pour faire l'école du pouvoir d'agir. Mais en fait, il n'y a pas tant de lien entre mes études, mon parcours universitaire, professionnel et cette expérience-là, si ce n'est voilà, une coïncidence et une possibilité dans mon parcours. Moi, je venais de terminer l'ENA à la fin de l'année 2015, début de l'année 2016. Et j'avais comme perspective de commencer ma carrière dans la haute fonction publique, où les carrières sont souvent tracées de façon assez claire. Et mes 4 prochaines années étaient assez, finalement, sans surprise pour moi. Et donc, ma principale soif, c'était une soif d'aventure. Et il me semble que le Rocher, ça m'a permis de vivre l'aventure par excellence. Là, c'est surtout en tant que... Je ne parle pas du tout en tant que membre du Conseil d'État, énarque, mais voilà, en tant que jeune qui a envie de s'engager, et pour les volontaires, pour les bénévoles, parce que moi j'étais bénévole. Pour moi, c'est l'aventure par excellence, parce que d'abord, c'est le truc le plus extraordinaire qu'on puisse faire. Pour moi, il n'y a pas plus absurde que d'aller emménager dans un quartier où on n'a pas du tout envie d'habiter. Et il y avait quand même une certaine... Un goût de l'impossible, et faire quelque chose de totalement hors du commun qui m'a marqué, qui m'habitait. Et j'avais vraiment l'impression de pouvoir le vivre pleinement au Rocher. Plus que faire quelque chose, il me semblait que ce que m'apportait cet engagement par ce côté extraordinaire, c'était plus de l'ordre de l'être. Et c'était extraordinaire précisément parce que on se rend compte, en étant là-bas, qu'on n'a pas besoin de faire, mais que par le simple fait d'être là-bas, on fait, en étant, en faisant. Ça, voilà. Donc l'aventure. Et puis par ailleurs, c'était évidemment le monde des cités et toutes les problématiques que ça posait. C'était un univers qui m'interrogeait depuis longtemps, puisque moi j'avais une vision donc un peu de très administrative des choses, de mon parcours à l'ENA et des stages que j'ai pu faire à l'ENA. En fait, on entend souvent parler de ces quartiers difficiles par une logorrhée administrative et par des politiques publiques, et notamment en particulier la politique de la ville. Et donc on a une vision de dispositif. Voilà, il y a un soutien scolaire renforcé, du renouvellement urbain, des adultes relais. Donc voilà, il y a des choses à faire comme ça. Et en même temps, moi, de ce que j'avais expérimenté, et notamment à l'occasion de stages que j'ai fait en préfecture à l'ENA, par exemple, j'ai écrit un contrat de ville, dans le cadre de la politique de la ville, j'ai écrit un contrat en partenariat avec une commune pour déterminer des actions à mettre en œuvre dans un quartier. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, souvent ces actions sont prisonnières d'une logique de dispositif. Voilà, il y a des actions à faire, des dispositifs administratifs à mettre en place, et ce que j'en retiens, c'est une certaine frustration pour les gestionnaires de ces dispositifs, parce qu'on a l'impression qu'il y a un abysse entre l'ambition de toute cette grande politique, la politique de la ville, qui est de réduire les écarts entre ces quartiers et le reste de la France, et en même temps des résultats qui depuis 30 ans ne sont pas au rendez-vous, et donc une frustration, et j'avais envie de voir au-delà de ces dispositifs quelle était la réalité humaine, au-delà de la réalité administrative, les personnes. Du coup, ça a transformé votre manière d'agir? Ça vous a donné plus de moyens pour agir ou agir différemment? Je ne sais pas si ça correspond à vos fonctions aujourd'hui, mais est-ce que ça vous en a donné envie? Vous avez perçu? Tout à fait. Alors, ça ne correspond pas du tout à mes fonctions aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a vraiment permis de rentrer dans un mode d'être à la société. Ça m'a pris un nouveau sens de la société que je n'avais pas auparavant.
Ça m'a appris, au ras des pâquerettes, ça m'a appris à être un bon voisin et à me soucier de ce qui se passe dans mon immeuble, à me soucier de ce qui se passe autour de moi, à mon échelle, donc personnelle, professionnelle, à pas avoir peur de tisser des liens. Dans le reportage qu'on a vu, on parlait de la peur. Et moi, c'est un des grands trucs qui m'a marqué sur le plan personnel, c'est qu'effectivement, j'étais tétanisé, a priori, par cette expérience. Et parce qu'on en a des représentations qui sont parfois fausses, parfois vraies, et notamment les Mureaux. Donc moi, excusez-moi, j'ai pas décrit, mais donc j'ai habité 6 mois aux Mureaux, où j'habitais essentiellement, mais je travaillais à côté, donc au Conseil d'État, et je faisais l'aller-retour tous les jours. Et il se trouve que le quartier, passiez la frontière. Tout à fait. Je partais en voyage tous les jours en rentrant le soir. Donc il y avait des représentations qu'on a et des peurs qu'on a qui sont objectives. Les Mureaux, c'était un des quartiers qui a été plus marqué en France, un des quartiers emblématiques des émeutes de 2005, le quartier à côté duquel, là où j'étais. Et ce qui me frappe, c'est de voir la rapidité avec laquelle mes peurs se sont effondrées. C'est vraiment, ça s'est fait en 24 à 48 heures. En arrivant, on a l'impression que tout le monde me regarde. Parce que j'étais peut-être vrai. Hein, et c'était sans doute vrai, voilà. Notamment pour une raison bassement visuelle. J'étais le seul blanc, pour venir dans le bus. Et dans mon quartier autour de moi, très souvent, j'étais le seul. Et donc, parfois, avec un regard de curiosité, on se demande. Et c'est très déroutant parce que dans la ville, on a l'habitude de passer inaperçu. Et là, tout d'un coup, on passe pas inaperçu parce que la cité, c'est un vrai village. Et grâce au rocher, j'ai compris que en ayant un lien, en connaissant quelqu'un qui connaît quelqu'un, il n'y a pas de meilleure manière que de faire tomber les préjugés, tomber les peurs et d'aller à la rencontre des gens. Et le rocher, c'est la meilleure carte de visite. Je dirais presque que c'est peut-être la seule carte de visite pour rentrer dans certains quartiers, pour vraiment rencontrer les gens. Sinon, c'est des rencontres qui auraient été impossibles, que ça n'aurait pas été possible dans un autre cadre. Johanna, vous pouvez prendre un micro, il y a des micros qui sont là, et puis Madame Thomasin, si vous voulez réagir les uns les autres, d'ailleurs, vous pouvez aussi. Quelques mots quand même sur des moments clés qui ont marqué votre parcours et votre engagement, à la fois en famille, en couple. Il y a eu des dates qui ont été importantes. On parlait tout à l'heure de 2005. Oui, effectivement. Donc en 2005, on habitait au Chesnay, tranquillement, avec nos 4 enfants. Et les émeutes, moi en tout cas, m'ont vraiment beaucoup impressionnée. On jouait un rôle dans ma décision de suivre une formation d'art-thérapie. Donc, et puis de travailler du coup à la suite dans une école de la Fondation d'Auteuil auprès d'enfants qui sont souvent placés, souvent issus de situations compliquées, de familles de cité. Et puis voilà, je pensais que on était assez tranquille. En 2013-14, on a commencé à avoir des enfants qui commençaient à partir parce qu'ils prenaient leur envol, tous assez conscients des défis de notre société, un peu comme Inès, voilà, des gens qui sont éveillés à ce qui arrive, les injustices, les défis. Et puis nous, avec Jean, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce que les enfants nous quittant, il peut y avoir une petite tristesse. Et puis il y a eu les émeutes en 2015. Nous, on avait déjà rencontré le Rocher au Mureaux. C'était pas très loin. Mon mari y allait pas mal, faire du tour de hall avec Rodrigue. Voilà. Et puis à la suite des attentats, on a eu un coup de fil étonnant. Paris 2015. Ouais, Paris 2015. Un coup de fil étonnant de 2 jeunes du Rocher, un jeune blanc et un jeune black, qui nous ont dit mais Jean et Johanna, mais on peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Voilà, moi, ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit, mais tous les deux, on a été, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et bon, on pouvait effectivement pas faire grand chose, mais en tout cas, petit à petit, on a cheminé. Puis en fait, on a décidé en début 2016 de vendre notre maison au Chesnay, puis de s'installer au Mureaux. Voilà, au début, on s'est dit, bon, ça va être pour 3 ans, peut-être, on essaye. Et puis finalement, on a décidé de prolonger. Enfin, en tout cas, on reste, on est là, on s'installe, on a acheté notre maison. Et puis, on a été extrêmement bien accueillis. On a eu peur aussi. Je me rappelle, les premières fois, c'est vrai, qu'on s'est dit, bon, voilà, c'est quand même très différent. Mais en fait, moi, en tant qu'Autrichienne, je me rends compte que j'avais la possibilité de vivre ma différence culturelle comme une richesse automatiquement, parce que en fait, ça se voit pas sur mon visage que je suis étrangère. Souvent, on l'entend même pas. Donc, je peux jouer ça un peu comme je veux. Donc, si je veux être différente, je peux dire je suis différente. Puis j'ai été très touchée par les habitants du quartier qui peuvent peut-être pas toujours vivre ça comme une richesse. Et je trouve que le Rocher, il aide à ce que cette richesse de la différence puisse être vécue pleinement. Donc voilà, moi je suis très contente de participer à ça, à cette richesse, ces différences, et de se féconder les uns les autres. Voilà. Loïc, qu'est-ce que vous nous dites alors de cette journée qui était censée, vous pouvez peut-être dire en quelques mots pourquoi votre entreprise encourage ce type d'immersion, d'engagement, de bénévolat? Alors en fait, le Fonds Dotation a mis en place le mécénat de compétences. Donc chaque collaborateur du groupe a la possibilité de passer 2 jours dans différentes associations. Et c'est sur le principe du donnant-donnant, c'est-à-dire que le collaborateur donne une journée et l'employeur donne une journée pour faire du mécénat de compétences dans différentes associations avec qui on travaille. Et du coup, moi j'avais un souhait de m'engager personnellement dans une association. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça du bénévolat, mais c'est pas toujours évident, on ne sait pas vers qui aller, comment ça s'organise et autres. Donc la chance justement avec le mécénat de compétences, c'est que ça facilite cette rencontre en fait, et de franchir le cap en fait. Et du coup, j'avais aussi une sensibilité plutôt, on va dire, sociale. J'ai toujours eu à cœur en fait toutes les questions liées à l'insertion, aux questions d'égalité des chances. Et les émeutes de 2005, je pense, m'ont aussi beaucoup marqué, très clairement. Et lorsque j'ai regardé les différentes associations, les différentes missions proposées, je suis naturellement en fait allé vers le Rocher, par rapport aussi à cette mission qui était vraiment terrain. Immersion au sein d'une antenne dans un quartier difficile. Parce qu'il y avait une mission aussi à Paris. Je voulais vraiment. J'habite à Paris, en fait, près de l'antenne en plus du 10e, mais je souhaitais vraiment aller en banlieue, en fait, à Bondy, être dans l'immersion. Et j'ai passé une journée entière donc auprès des équipes. Donc je remercie vraiment, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là, que j'ai déjà vu, l'accueil extraordinaire que j'ai eu en tant que collaborateur. Vous avez fait quoi, et bénévole. J'ai eu une journée assez complète. En fait, il y a différentes activités, animations. C'était un peu gratiné, je crois. C'était très bien, c'était dense. On a eu le café de rue le matin, donc c'est vraiment aller à la rencontre des habitants. Il faisait froid, il faisait froid parce que c'était en février, il avait neigé 2-3 jours avant, il y avait de la neige partout et du verglas. D'ailleurs, pour venir en bus, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des perturbations sur le transport. Et puis du coup, il y avait un peu moins de monde dans la rue que d'habitude, mais il y avait quand même des gens, il y a des habitués, et puis des nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. On offre un café, des biscuits, puis on discute, c'est vraiment histoire de discuter, créer du lien social. Et ce qui m'a marqué, au bout de la journée en tout cas, et même lors des rencontres dans la rue, c'est le côté positif. Moi, c'était une journée, alors c'est pas représentatif bien évidemment de tout ce que vivent les bénévoles et tout ce qui se passe en banlieue, mais toute cette journée, il n'y a personne qui s'est plaint. Moi, j'ai rencontré personne qui s'est plaint. C'était toujours très positif. Il y avait beaucoup de bonne humeur. C'était un vrai bonheur en fait de voir cet échange, la qualité de l'échange et la confiance
qu'il y a au fait entre le rocher et les habitants. Donc ça, Et pourquoi vous êtes resté au-delà de l'horaire prévu? Je sais pas, c'était quoi, 17h, 17h30? En fait, on a la possibilité de rester jusqu'à 19h, je crois, pour les cours de soutien. Et l'enthousiasme, moi j'ai vraiment adoré les rencontres, les cours de soutien et autres, ça crée du lien. Il y a des petites satisfactions personnelles aussi lorsqu'on arrive à... les 45 minutes de soutien avec différents élèves sont efficaces et à la fin du cours, la collégienne que j'avais me demande « Tu seras là la semaine prochaine ?» Je dis « Non, je ne serai pas là », mais elle avait à la fin de l'exercice réussi à faire toutes les divisions et multiplications. Donc c'était un vrai petit succès. Super efficace, faut le reprendre. Comme J'étais content et parce que j'appréhendais un petit peu en fait. Moi j'ai pas d'enfant et puis la pédagogie c'est pas si inné que ça en fait. Voilà, donc il faut. J'étais accompagné aussi par les bénévoles qui m'ont un petit peu accompagné au début. Et après je souhaitais rester aussi parce que j'avais entendu parler justement des rencontres avec les jeunes le soir. Avec les jeunes au niveau du quartier, vraiment faire une tournée en fait et rencontrer différents groupes de jeunes en bas des immeubles parfois ou sur les parkings. Et j'étais très intrigué, je me disais mais comment se passe le dialogue, comment les bénévoles sont accueillis avec le rocher. Et voilà, j'étais très curieux de voir ça. Donc du coup, je suis resté, j'ai demandé, on m'a accepté avec plaisir. Et j'ai participé à cette tournée. Et là, c'est remarquable en fait, parce que je crois que c'est Thomas qui parlait de la carte de visite Le Rocher. Très clairement, ce qui est impressionnant auprès des grands jeunes et de tous les habitants, c'est que le Rocher est connu, reconnu. Alors le dialogue, il n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'avec certains, en plus il faisait très froid, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les voitures. Nous dehors, on proposait du café, du thé et des chocolats. Mais au fait, le dialogue, il n'est pas toujours évident. Et parfois avec d'autres, il y a un vrai dialogue qui s'installe. Ils parlent de leurs souvenirs du Rocher ou de jeunes qui connaissent, qui vont au Rocher, qui ont passé des vacances, etc. Donc on sent qu'il y a un vrai respect. Il y a un dialogue. Et même parfois sans forcément parler, ce qui est assez amusant, on discute, et puis comme on passe d'un endroit à l'autre, au moment où on s'en va, il y avait un des jeunes qui nous dit « Ah, vous partez déjà ?» Et en fait, on sent qu'il y a vraiment un accueil plutôt bienveillant. Voilà. Et ce qui est important, ce que j'aime bien aussi sur ce côté oasis des cités, je me dis que ces grands jeunes, en fait, qui, si un jour, ils ont un projet, ils souhaitent faire quelque chose, ils savent où aller. Je pense que c'est vraiment... Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de jugement, il y a du respect, et ça, c'est vraiment important. Et c'est la spécificité, je pense, du Rocher, depuis 18 ans maintenant, sur Bondy en tout cas, c'est ce travail de confiance sur le long terme qui s'est instauré, en fait, entre les habitants et l'association. Voilà. Au fond, le Rocher Oasis des Cités porte bien son nom, parce que là, on a l'impression d'avoir une petite description d'un bout de paradis, quand même. Qu'est-ce que ça change concrètement, Malika? Puis après, vous avez les micros, vous pouvez... je voudrais qu'on revienne sur différents aspects que vous avez évoqués, la notion de dispositif et du coup de percevoir les personnes. Qu'est-ce que... Voilà, je vous voyais tout à l'heure, Céline Thomasin, vouloir envie de réagir. Peut-être que vous pourrez un peu discuter tous les deux. Mais Malika, qu'est-ce que ça change au fond, cette expérience, cette présence, ces rencontres, cette relation? Le premier contact qu'on a avec le Rocher, quand on s'y rend, c'est avec les bénévoles. Le Rocher fonctionne avec une grande partie de bénévoles qui participent au bon fonctionnement justement de l'association et reflètent l'image justement du Rocher. Ils sont tellement attachants, ils nous retiennent qu'on n'a plus envie de partir. Voilà, en gros... c'est ça, ils sont vraiment dévoués, c'est pas à 100%, mais vraiment à 200%. Et franchement, je les félicite grandement. Aujourd'hui, vous êtes engagé dans l'atelier des femmes, qu'est-ce que c'est? L'atelier des femmes, il y a plusieurs activités proposées. Justement, je suis prof de danse dans un de ces ateliers et bénévole en même temps au Rocher. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, l'atelier groupe de parole de femmes aussi, qui est aussi nécessaire. Moi, je m'occupe de la gestuelle et Véronique de la Chapelle s'occupe de l'expression. Vous parlez de dignité, ça relève en fait la dignité des personnes, ça restaure la dignité des personnes? Pour avoir cette dignité, il faut avoir déjà une grande confiance en soi. Et
on ne peut pas avoir confiance en soi si on n'est pas aidé, si on n'est pas assisté par des professionnels. C'est pour ça que j'insiste sur Véronique Lachapelle qui fait vraiment un très bon travail. Et les bénévoles aussi, viennent avec leur expérience. C'est-à-dire l'écoute est très importante aussi. Parce qu'elles ont besoin de parler. Mais elles ont besoin aussi de bouger, de s'exprimer, de participer et de dire voilà, j'existe. Peut-être vous pouvez donner votre micro. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Comment on conjugue les dispositifs, même s'ils ont leur froideur, voilà, mais ils ont aussi leur nécessité, et puis cette réalité humaine qui finalement ne se décrit pas forcément à travers des statistiques et des grands chiffres où les personnes disparaissent un peu. Voilà. Comment on conjugue les deux, et quelle expérience du coup vous avez avec cette présence du rocher dans votre ville? Comment on conjugue les deux? D'abord, c'était intéressant de vous entendre, Thomas, parce qu'en effet, nous, on est de l'autre côté. Hein. Mais on a besoin aussi de gens comme vous. Mais parfois, on râle énormément, les maires. Voilà, forcément, il y a un mais. On râle énormément contre la technocratie d'État, hein, alors que bon, il faut toujours remplir des dossiers toujours plus compliqués, ils ne sont jamais assez bien faits, il faut les reprendre, enfin bon, ça nous prend un temps fou, et donc de l'argent qu'on a guère dans nos villes modestes. Donc tout ça est phénoménalement compliqué. Bon. Maintenant, à Bondy en tout cas, et dans les villes qui connaissent le PRU depuis des années, on sait faire. Mais ce que vous avez fait, vous, c'est de franchir le Rubicon, de vous dire qu'il y a peut-être de la vie au-delà du périphérique et au-delà, vous l'avez fait pour les Mureaux, mais vous l'avez également fait en venant voir ce que dans votre vie professionnelle vous traitiez, en politique de la ville, comment ça vivait de l'autre côté. Donc moi je trouve ça, enfin, franchement ça arrive pas souvent, donc je relève. Un bon point. Ah allez, oui, largement. Bon. Après, bon, nous on fait avec, et il faut absolument, à la fois qu'on ait la double compétence, quoi, qu'on sache remplir ces dossiers. Bon, on a des administrations formées, et les élus sont formés aussi à ces questions-là. Pour donner les orientations à l'administration, il faut aussi comprendre cela. Et on arrive à faire rentrer dans les cases ce que l'on veut faire rentrer. C'est aussi un vrai talent, hein, pour les élus. Alors, moi, je suis une fanat de la politique de la ville, du renouvellement urbain. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 2 jours, je crois qu'on m'a beaucoup entendu râler contre le discours du président de la République, parce que je soutenais, moi je suis incapable d'être partisane avec l'intérêt de mes habitants. Donc je soutenais à 300% le rapport Borloo. Voilà. On aurait bien pu regarder sur les 19 mesures, 1 ou 2 qui étaient peut-être un petit peu cosmétiques et communicationnelles, mais il y avait une cohérence d'ensemble qui parlait aux élus qui sont les pieds dans la glaise, les mains dans le cambouis tous les jours. Et il fallait pas grappiller à l'intérieur, mais il fallait répondre à cette exigence et cette cohérence du rapport Borloo. Et pour moi, le président n'a pas été au rendez-vous. Une grande déception, mais qui est partagée, je crois. Enfin, je pense pas avoir entendu un maire dire autre chose que le mot déception. Quant à Jean-Louis Borloo lui-même, il faudrait lui poser la question, mais j'ai l'impression qu'il a été enseveli sous fleurs et couronnes ce jour-là, le pauvre. Bon, voilà, nous on sait faire, et on a magnifiquement réussi la rénovation urbaine. C'est pour ça que je ne supporte pas cette petite musique qui dit on met des millions sur ces quartiers et ça ne bouge pas. C'est pas vrai, ça bouge. Je parlais tout à l'heure à oui, monsieur qui est administrateur de la Banque de France, mais qui est venu au Rocher par vos enfants, vous m'avez dit, ainsi que votre femme. C'est ça. Nom d'un chien. Je suppose que c'est la même chose à Montfermeil, mais je connais pas bien la ville de mon collègue. On a changé des quartiers entiers, au moins au niveau urbain. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on envoie une image de respect aux habitants. Quand ils sont là par défaut, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément envie d'aller vivre dans certains quartiers. Eh bien, moi, je vous assure qu'il y a des quartiers entiers du nord de la ville. Pour les habitants, la géographie a bougé. C'est plus le nord.
Quand on leur dit mais vous refuseriez d'aller au 14 juillet en face du bois de Bondy? Ah ben si, j'irais. C'est pas le nord. Si, c'est le nord. Géographiquement, c'est au nord du canal de l'Ourcq, donc la géographie n'a pas changé. Pour eux, ce n'est plus le nord. Le nord s'est concentré en fait sur un seul quartier, la Noucaillé, où est le Rocher. Partout autour, Terre-Saint-Blaise, les Merisiers, le 14 juillet, la rénovation urbaine a permis de bouger l'image de la ville et donc l'image aussi dans la tête des habitants qui se sentent respectés. Ils créent des amicales des locataires, ils font des fêtes des voisins. C'est pas ce qu'on connaissait avant. Il n'y a plus de mécanique sauvage, il n'y a plus de deal. Donc, la rénovation urbaine, c'est important. Par contre, ce qu'on a loupé en rénovation urbaine, et là, il faut qu'on fasse le lien entre les mains dans le cambouis et vous, c'est l'humain. L'humain. Alors oui, bon, il y a des belles réussites comme le Rocher, il y a des associations fabuleuses sur le nord de la ville. Je crois qu'il y a Guerlain des conseils citoyens qui est là dans la salle aujourd'hui. Enfin, bon, voilà, il y a des. Enfin, franchement, quand on regarde d'ailleurs les associations, très souvent, ce sont des femmes. Les femmes sont formidables. Je ne sais pas ce que seraient devenus nos quartiers sans la rénovation urbaine, mais également sans les femmes. Mais ouais, on peut le dire. Mais on a loupé. On a loupé ce que le rapport Borloo essayait d'apporter, c'est-à-dire l'économique. L'éducatif, c'est hyper important. La culture et l'éducation populaire, moi j'y crois profondément. Et ça, on a surtout refait de beaux quartiers. C'était important, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant passer au deuxième braquet. Et je compte sur vous pour nous aider sur le deuxième braquet, le braquet humain. Il faut apporter de l'emploi, de la mobilité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame le maire. Et effectivement, moi, je pense que, en tout cas, la politique de la ville apporte énormément de choses au quartier. Et l'idée toute simple, qui est de dire, il faut donner plus de moyens là où il y a moins de capacités, donner plus à ceux qui ont moins. D'une certaine manière, c'est ça faire un pays, c'est ça faire une république. Et en cela, la politique de la ville y contribue. Mais moi, ce qui me marque, et c'est ce qui fait toute la force du Rocher, c'est que, notamment, les belles réussites sur le plan urbain et urbanistique que vous soulignez de le renouvellement urbain, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas du tout. Et c'est peut-être finalement secondaire par rapport aux coupures qu'on vit. Parce que quel est le vrai problème? Le vrai problème, le cœur du problème, c'est pas forcément simplement une question éducative, simplement une question d'inégalité sociale, simplement une question d'élabrement de logement. Le cœur du problème, c'est est-ce qu'on veut vivre ensemble et quelle république on fait ensemble? Et c'est ça que je trouve extraordinaire au Rocher, c'est que il ne met pas en avant d'abord des actions, d'abord des secteurs. Alors, puisque c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement en politique de la ville, on passe l'ensemble des politiques. Il y a les transports, l'éducation, il y a tous les représentants des services de l'État et des différentes collectivités territoriales. Et donc, on a toutes les politiques publiques qui sont associées. Et en réalité, on a une vision un peu en silo aussi des choses qui est extraordinaire avec le Rocher. C'est le constat que ces coupures, elles ne sont pas matérielles, elles sont humaines. Et les volontaires et les bénévoles du Rocher, en cela, pour moi, c'est peut-être pas une des seules réponses, mais une des réponses les plus directes aux problèmes de lien social qui existent. Pour moi, l'exigence que ça demande d'être volontaire et bénévole au Rocher, c'est tellement fort. C'est pas seulement la journée, c'est pas seulement la nuit, c'est les week-ends, c'est pendant un an. Ça demande tout son temps, toute son attention, toute son énergie. Pour moi, c'est les moines soldats de la République. Et c'est grâce à eux qu'on peut refaire aussi, réintroduire un petit peu de République dans des quartiers où il n'y en a plus. Alors, un petit mot, parce que Sylvine Thomassin doit nous quitter, elle a un engagement, elle est attendue. Je voudrais aborder, et puis ça vous donnera l'occasion de conclure. Et puis après, pour vous qui êtes dans la salle, si vous avez des questions, vous pourrez, il y aura un petit temps d'échange, évidemment, assez bref, donc il faudra vraiment se concentrer sur les questions. Mais je suis journaliste, on parle beaucoup, on voit bien de l'islamisme dans notre pays. Dans des quartiers populaires, et en l'occurrence avec votre situation à Bondy, qu'est-ce qu'apporte une association catholique d'éducation populaire telle que pratique le Rocher, dans ce contexte religieux complexe et parfois un peu malade? Oui, j'ai des concitoyens qui sont musulmans sur le nord de la ville de Bondy, mais j'ai également des citoyens qui ont d'autres religions, dont la mienne, et d'autres qui n'en ont pas. Moi, j'ai l'impression que tout ça vit quand même plutôt bien ensemble. Quand on parle d'islamisme, j'ai l'impression qu'on évoque plutôt les radicaux. Les radicaux, ils sont très peu nombreux. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas plus de radicalité vécue dans la religion musulmane que dans les autres religions, environ 2%. Bon, donc,
Et en plus, alors moi, je ne sais pas, je dois avoir une conversion du regard qui a opéré au fil du temps. Je ne rencontre plus mes concitoyens en regardant leurs origines ou leur religion. C'est quelque chose qui m'a, enfin, qui était enraciné longtemps chez moi. Maintenant, j'ai l'impression que je suis passée à un autre braquet. Je vois des concitoyens, voilà. D'ailleurs, la religion, parfois, elle est supposée, elle n'est pas réelle. Donc, c'est quelque chose. Bon. Par contre, je sais que quand j'évoquais tout à l'heure mes collègues du conseil municipal qui étaient un peu frileux par rapport au Rocher, il y avait aussi ça. Attendez, vous allez mettre des catholiques au milieu du nord de la ville, il y a quand même beaucoup de musulmans, tout ça ne va pas fonctionner. Eh bien si, ça fonctionne. D'ailleurs, une sacrée preuve de vitalité, de positivité dont vous parliez tout à l'heure de ces quartiers. Tout ça ne pose aucun problème, sauf aux gens qui ne les connaissent pas. Moi, en conclusion, parce que je voudrais vous dire quand même où je vais, parce que c'est lié aussi au Rocher où je vais. D'abord, quand je vous entends, Thomas, dire qu'il faut mettre plus d'argent sur ces quartiers et que vous le revendiquez, oui, mais c'est pas ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale coûte moins cher, malgré les 12 élèves par classe, malgré les REP et REP+, en Seine-Saint-Denis? Tout simplement parce qu'on a les enseignants les plus jeunes qui coûtent moins cher en salaire, que les enfants ne vont pas dans les grandes écoles quand ils vont à l'université, c'est plutôt bien, et ça coûte 3 fois moins cher que les grandes écoles, un étudiant. Tout cela cumulé fait que l'éducation nationale coûte moins cher en Seine-Saint-Denis, malgré les dispositifs dérogatoires. Et en fait, nous, on ne demande que le droit commun. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, que l'État nous donne le droit commun, qui ne nous donne pas de dispositif dérogatoire, et nous, on se débrouillera avec le droit commun. Voilà, mais nous, on a 30% de ressources en moins et 30% de besoins en plus. On a moins de policiers qu'à Paris, on a des enseignants plus jeunes qui peuvent être enthousiastes, mais qui ont besoin aussi d'être épaulés par des aînés. On a des policiers municipaux, enfin des policiers nationaux 2,5 fois moins qu'à Paris aussi. Une police municipale indigente parce qu'il n'y a pas suffisamment de concours qui sont organisés. On a des services publics qui s'en vont. J'ai l'impression que les journalistes ne s'en émeuvent que quand c'est à la campagne. Tout cela, on le vit au jour le jour. Hein. Donc l'État, d'ailleurs, il y a un rapport parlementaire qui est paru il y a quelques jours, et en plus il est fait par 2 députés qui ne sont absolument pas de ma sensibilité politique, LR et LREM, qui disent tous les deux la même chose. Une République en échec, en Seine-Saint-Denis, du fait d'un État inégalitaire et inadapté. C'est tout à fait ça, hein, je crois, Xavier. Bon. Voilà, on en tire les conséquences. Nous, on demande que le droit commun, c'est tout. Pour le reste, vous dire ce que m'a apporté le Rocher, un regard différent petit à petit, mais c'est pareil, on ne s'en rend pas compte du jour au lendemain, ce sont des choses qui s'installent petit à petit. Un regard différent. Moi, je suis une mère très républicaine et parfois, je peux être un peu dure. Je ne supporte pas notamment les trafics dans les quartiers, je suis capable d'y aller, d'engueuler tout le monde, de rappeler la République d'une façon... Voilà. Et puis un jour, il y a eu Ribat, donc Ribat qui vous connaissez, hein, lié au Rocher, qui me demande rendez-vous et qui m'amène 2 jeunes dans mon bureau, 2 jeunes donc qui apprenaient à faire de la musique, donc à répéter, à enregistrer. Je me rappelle notamment, je me rappelle de chacun de ces 2 jeunes, mais notamment de Dany. C'est pour lui que je vais au palais de justice là dans quelques instants. Un beau grand jeune métis, des yeux très clairs, un sourire, il paraissait sombre, il n'avait pas envie de rencontrer la mer, qu'est-ce qu'il faisait là? Et puis quand il souriait, ça illuminait son visage, et les responsables de Ribat m'expliquent la vie de ce jeune. Il avait 21 ans, donc ça devait être fin 2012, début 2013. Il avait fait quelques bêtises, mais enfin à 21 ans, il a quand même toute sa vie pour se rattraper, et il avait envie de s'en sortir. Ribat lui avait tendu la main, le Rocher avec, et il venait d'enregistrer un disque, enfin voilà. Et ils me disent, vous partez sur les emplois à venir du nouveau gouvernement, regardez si vous pouvez le prendre. Je dis, chez nous, tout est républicain, il passe par la mission locale, il y va, bon. Et quand je vois la liste de ceux qui sont passés par la mission locale en commission de recrutement, il y a son nom dessus, Dany. J'étais plutôt contente. Et le 27 mars, donc il avait rendez-vous le 28 mars pour être... il avait réussi la commission de recrutement, il avait donc rendez-vous avec la RH pour signer son contrat le 28 mars. Et le 27 mars au soir, il est assassiné, à quelques centaines de mètres de l'église et du Rocher, place Suzanne Buisson sur le marché.
ça a été terrible, évidemment. Et là, comme l'assassin retrouvé, je dis l'assassin puisqu'il y a eu une première instance, il a donc été reconnu coupable, a fait appel. Et donc, je dois être à 17h au Palais de Justice de Paris pour témoigner de ce qu'était ce jeune et du parcours magnifique. D'ailleurs, je vais citer le Rocher, du parcours magnifique qu'il avait fait en très peu de temps. Et nous, on était prêts à lui donner sa chance et à l'embaucher à la mairie de Bondy. Voilà. C'est ce regard bienveillant que j'ai eu sur lui. Parce que Ribat et le Rocher me l'ont amené. Maintenant, j'essaye toujours, dans mes rapports avec les jeunes, je continue à les engueuler, mais dans mes rapports avec eux, j'essaie de différencier ce qu'ils font de ce qu'ils sont aujourd'hui et de ce qu'ils sont appelés à devenir. Voilà. Ça, c'est, je crois que peut-être que ça rejoint quelque part aussi ma tradition éducative chrétienne, à savoir qu'on vit plus d'espérance que de tradition. Mais en tout cas, j'y crois profondément et j'essaie à chaque fois, de leur passer un savon républicain, mais aussi de regarder qu'ils sont en devenir et que ce qu'ils vont devenir peut être quelque chose de magnifique. Ça, c'est aussi quelque chose que je dois au Rocher. En tout cas, d'avoir réveillé ça chez moi. Je pense que ça dormait un peu parfois. Voilà. Merci beaucoup.